Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois de décembre 2025 avec la pire voix possible. J'en suis navrée, mais la vie est ainsi faite. Il faut y aller. Voilà, j'ai retardé de 24 heures déjà la prise de cette vidéo en me disant que la voix irait mieux. Je pense que c'est encore pire qu'hier, j'aurais peut-être dû le faire hier. Bref, en décembre, je ne pensais pas, vraiment, sincèrement, je ne pensais pas dire ce que je m'apprête à dire dans les bilans de 2025. Je n'y croyais pas, je n'y croyais plus. J'ai fini le Marvel Cinematic Universe. 36 films dans l'ordre chronologique de la narration, pas dans l'ordre de sortie. Il y a des films du MCU qui ne sont pas dans la chronologie. J'ai vu que les Spider-Man de Tom Holland par exemple. J'ai vu Deadpool et Wolverine que dans la chronologie, mais j'ai pas vu les autres Deadpool. Bref, je m'en suis tenue à une chronologie que j'avais trouvée sur les internets. 36 films, c'est terminé. Franchement, je suis contente d'être allée au bout du rêve. Après, ça a été un peu un supplice. Enfin, supplice, j'exagère. Mais franchement, c'est quand même très répétitif. Je doute pas que quand il y en a qui vont sortir au cinéma et que j'irai les voir en salle, je trouverais ça cool. Parce que je pense que ponctuellement, d'avoir à nouveau un peu ces univers super-héros épiques, avec certains personnages que j'apprécie vraiment, ça va être cool. Là, de se les taper d'un coup, c'est quand même basically toujours la même chose et on s'ennuie un peu. Après, il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes. Je trouve que c'est très clair comment le, le cinéma aussi a évolué, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte à quel point ils ont essayé de faire de plus en plus de personnages féminins, de plus en plus de parité, de plus en plus de diversité, etc. C'est pas très réussi généralement, mais ça a le mérite d'exister. J'adore la nouvelle reine de Wakanda, la jeune, je sais plus comment elle s'appelle. La fille de Ant-Man, elle est assez chouette aussi. Sinon, le reste des personnages féminins reste un peu bof-bof quand même. Doctor Strange, c'est chouette. Thor, les premiers, j'aimais beaucoup l'univers. Après, c'est un peu. Après l'ère Thanos, j'ai trouvé que c'était un peu naze. Je peux pas m'empêcher de me dire que finir avec l'ère Thanos. Allez, à la limite, finissons avec euh, le retour des êtres humains. Mais peut-être qu'on aurait pu s'arrêter là, à défaut de s'arrêter quand Thanos a réduit en miettes la moitié de l'humanité, ce que j'aurais trouvé assez sympa aussi. Euh, et là, moi, je suis un peu confuse parce que sur les derniers films, on nous vend. Après, on m'a expliqué ce qui s'était passé par rapport à l'acteur qui était problématique et tout, mais genre, Kang, il est présenté vraiment comme le nouvel arc, le nouveau grand méchant. Après Thanos, ça sera Kang, je sais pas comment ça se dit, le nouveau grand méchant des 10-15 prochains films. Et en fait, on n'en entend plus parler. Après, c'est parce qu'il y a eu cette histoire avec l'acteur et que plutôt que changer l'acteur, ils ont juste annulé le personnage, si j'ai bien compris. Mais du coup, je trouve ça un peu dommage parce que bah, ça ouvrait quand même un nouvel arc. Là, je vois pas trop où on va. Après, Thunderbolts et les potentiels nouveaux Avengers, pourquoi pas. Mais en fait, je dis pourquoi pas juste parce que j'adore Florence Pugh et que Florence Pugh est l'un des main caractères de Thunderbolts. Après, objectivement, je sais pas si c'est une bonne idée, mais vu que j'adore cette dame, moi j'adorerais retourner voir des Marvel au cinéma et qui est Florence Pugh dedans. Voilà, donc en tout cas, la grande aventure Marvel c'est terminé, c'était dans mon bingo 2025 des choses que je voulais faire cette année, notamment dans le bingo culturel. Donc, je suis ravie. Je suis ravie. Après, est-ce que je recommande l'expérience? Non. En vrai, je recommande de plonger dans l'univers, c'est intéressant, ça reste... ça va être horrible. Ça reste pour moi quelque chose quand même d'assez... Enfin, je trouve ça cool de pouvoir parler des Marvel avec les gens, ça reste un référentiel commun, je pense, de culture populaire, et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir faire partie de ça et de comprendre, etc. Après, je recommande pas de tous se les taper d'un coup. Après, j'avais un an pour regarder 36 films. Il s'avère que j'ai commencé genre au mois de juin. Donc forcément, ça a un peu aussi resserré l'intensité à laquelle, dans le rythme à laquelle je l'ai regardé. C'est-à-dire que si j'avais vraiment vu 3 films par mois, bah peut-être que déjà j'aurais pu digérer chacun des trucs. Là, il y a des journées ou des semaines où je me suis tapé 10 films dans la même semaine, 3 films dans la journée, etc. pour avancer. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que le format était pas optimal. On fait pas de marathon MCU, quoi. C'est un peu cauchemardesque. Euh, à part ça, j'ai poursuivi mon grand ouvrage musical dont je parlais déjà, je pense, le mois dernier. Écouter des albums, découvrir des nouveaux albums de musique, réécouter aussi des albums que je connais, que j'ai beaucoup écoutés, ou pas beaucoup, mais en tout cas que je connais, mais en prenant le temps de la musique et en se disant que écouter un album, au même titre que regarder un film ou aller voir un spectacle, c'est un temps dédié où je fais rien d'autre, en tout cas où mon cerveau n'est occupé à rien d'autre. Euh, Après, par exemple, il a fallu que je récure un vélo. Je me suis permise quand même, je me suis attribué le fait d'écouter un album pendant que je passe à l'acétone un guidon de vélo. Voilà, je pense que
c'est une tâche qui est assez automatique et physique pour pouvoir me permettre de me concentrer que sur la musique quand même. Même si en vrai j'ai senti que c'était pas la même chose. Mais parce que j'ai aussi ce truc de quand juste je m'assois et j'écoute un album, j'ai un peu tendance soit à partir dans mes pensées et du coup à plus du tout écouter la musique, soit à m'endormir. Mais pour moi, c'est tout l'intérêt d'essayer, en tout cas de ce que j'entreprends avec la musique, c'est de prendre le temps d'écouter la musique et que la musique ne soit plus une musique de fond. Ne plus écouter les mêmes morceaux en fond, en boucle. Après, ça m'empêchera pas d'écouter des albums pendant que je bosse ou autre, mais qui sont voilà, des BO, etc., des musiques plutôt instrumentales. Mais en tout cas, de prendre le temps de l'écoute de la musique et d'en faire une vraie pratique culturelle, ça passera aussi par aller voir des concerts beaucoup plus en 2026, je l'espère. Donc, tout ça pour dire que j'ai écouté quelques albums. J'ai écouté Dummy de Portishead, que j'ai trouvé super. J'ai écouté Dying Surfer Meets His Maker de All Them Witches. J'ai bien aimé, mais en fait, je sais pas, il m'a mise dans un mood vraiment sombre et un peu triste. Et du coup, j'ai bien aimé la musique, mais j'ai pas du tout aimé le mood dans lequel ça m'a mise. Donc, je sais pas si j'ai aimé l'album. Faudrait peut-être que je le réécoute et voir si ça me met systématiquement dans ce mood. Auquel cas, je veux pas être dans ce mood quand j'écoute de la musique, parce que je veux pas être triste. Et j'ai réécouté, je crois... Ah non, j'ai rien noté d'album réécouté, j'en ai réécouté pourtant, mais j'ai rien noté d'album réécouté ce mois-ci. Par contre, j'ai écouté Jinx de Crumb, que j'ai trouvé cool, et Nevermind de Nirvana, qu'en fait j'avais déjà écouté, y compris en album complet par le passé, et que j'ai trouvé vraiment génial. Après, globalement, jusqu'ici, tout ce que j'écoute, j'aime bien. Donc, de là à pouvoir qualifier ce que j'aime bien dans la musique, on n'y est pas encore, mais peut-être que ça viendra un jour. Ensuite, j'ai lu... Waouh! Truc de ouf! J'ai lu au mois de décembre un livre et une BD, j'ai lu Une mémoire pour l'oubli de Mahmoud Darwish, qui est un auteur palestinien. Ce livre, il a été écrit en 1987, je crois. 10? Attendez, j'ai noté. 87. Et en fait, ça raconte... je crois que c'est autobiographique, mais je suis pas sûre. Mais globalement, les histoires qu'il raconte, c'est plus ou moins son histoire. Un réfugié palestinien au Liban... sous les bombardements d'Israël au Liban. Et en fait, c'est fou parce qu'on traverse la ville, on traverse les gens, on traverse les histoires avec ce personnage qui se lève un matin et en fait, pour qui la journée va être complètement bouleversée parce que bombardement. Mais en fait, tout le livre ne se passe que sur une journée, mais pendant une journée, on prend des détours dans la ville, on prend des détours dans les gens, on prend des détours dans les gens qui croisent, dans les gens qui racontent des histoires, dans les histoires qui nous racontent des gens qui croisent, etc. Ce qui fait que j'ai beaucoup aimé cette narration. En fait, on a un livre de genre plus de 100 pages, mais qui ne raconte qu'une journée alors qu'il se passe plein de choses. Et donc ça, j'ai trouvé ça très chouette. Et puis, je sais pas, moi, ça me fait beaucoup de bien de lire de la littérature d'auteurs et d'autrices palestiniens et palestiniennes, et de lire aussi de moi-même la réalité en dehors de toutes les images qu'on peut voir sur Internet. C'est des choses qui datent aussi. Et alors, ça fait pas du bien de le voir, mais c'est important de se rappeler que, en fait, on n'est pas dans une situation qui date d'1 an, 2 ans. Voilà, donc en tout cas c'était super et vraiment j'ai très envie de découvrir un peu plus de sa littérature parce qu'il est poète aussi je crois, il était poète aussi je crois, mais je dois dire que j'ai une pile à lire suffisamment grande pour un petit peu attendre avant de me replonger dans ses livres. Et j'ai lu Famille nombreuse de Shadia Loueslati, Loueslati, qui est une BD sur l'enfance de Shadia, fille d'immigrés tunisiennes, dans sa famille de 13 frères et sœurs, dans sa fratrie de 13, et son enfance, Paris, les HLM, la culture, tout ça, tout ça. C'était assez chouette. Ensuite, je suis retournée au cinéma en décembre, je suis assez contente. Non pas que je n'avais pas rentabilisé mon abonnement, mais je m'étais dit en novembre, ça a manqué de sortie cinéma. Donc je suis allée voir L'incroyable Femme des Neiges, de Sébastien Bette-Beder. Je l'ai trouvé cool. En fait, à la fois, je me dis, il casse pas trois pattes à un canard, et à la fois, il m'a quand même bouleversée, parce que l'histoire de fratrie comme ça, moi, ça m'a retourné le bide. J'ai beaucoup pleuré, j'ai été très touchée par l'histoire. J'ai adoré toutes les scènes où les deux frères et la sœur sont ensemble, tous les trois. J'ai adoré toute leur randonnée pour aller jusqu'à la cabane de leur père. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que ça raconte de la fratrie, ce que ça raconte de la famille, ce que ça raconte des frères et sœurs. J'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Après, dans la mise en œuvre du film, il m'a pas transcendé visuellement, c'est pas une expérience de cinéma exceptionnelle, mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce qu'il m'a raconté sur la famille et sur cette fratrie. Ensuite, je suis allée voir Bugonia, qui est le dernier film de Yorgos Lanthimos ou Lanthimos, je sais jamais.
Je m'acharne un peu sur son cinéma aussi parce que je suis en train de développer, je crois, une obsession pour Emma Stone. Je crois que je m'acharne un peu à tort, enfin à tort, je sais pas, mais je crois définitivement que je passe à côté de son cinéma. Les films que j'ai vus ces dernières années ne m'ont pas transcendé. Je sais pas, là j'ai trouvé qu'on s'ennuyait un peu, le rythme m'a ennuyé, l'histoire, pourquoi pas, mais vraiment le rythme, j'étais un peu en mode au secours, et l'utilisation de la musique dans ce rythme, genre avec les gros drops en mode gros suspense et tout, enfin je sais pas c'est quoi, on est dans un film d'horreur de 2004, je comprends pas, alors que c'est pas du tout un film d'horreur, mais j'ai pas du tout aimé l'utilisation de la musique et comment est-ce que la musique, genre les gros drops musicaux rythmaient le film parce que j'ai pas aimé le rythme du film, enfin voilà, j'ai pas été du tout convaincue, je me suis vraiment ennuyée. Après j'ai bien aimé l'histoire, enfin j'ai bien aimé la fin, parce que si en plus ça ne s'était pas terminé comme ça, et que le plot twist n'avait pas été celui-là sur le personnage que joue Emma Stone, ça m'aurait profondément agacée. Là, à la fin, j'étais en mode, ok, c'est cool, ça au moins, je peux au moins accorder que c'est vraiment chouette, à mon sens. Mais, ouais, j'ai vraiment l'impression de passer à côté. Après, je sais pas si juste, enfin voilà, je sais pas si c'est l'expression passer à côté, mais je sais pas, je sens qu'il y a un truc dans son cinéma qui fonctionne, qui plaît, je sais pas, déjà les gens en parlent, et je sais pas, je sens qu'il y a un truc, mais juste moi ça me parle pas. Ensuite j'ai vu l'ascension de Lizzie Leblond sur YouTube, c'est un documentaire, ouais, film documentaire de Sophie Chaffaut, qui est sorti début décembre 2025. Sophie Chaffaut est repartie faire une ascension qu'avait fait donc Lizzie Leblond, qui était une femme britannique, une espèce d'aristocrate noble britannique, photographe hors pair et une ultra pionnière qui a été l'une des premières femmes alpinistes. Et en fait, elle allait faire des photos d'alpinisme. Donc, elle partait faire des ascensions dans les Alpes, des trucs énormissimes. On n'a jamais entendu parler de cette dame, alors elle était vraiment une pionnière de zinzin. Elle a fait des films aussi de sports d'hiver, etc., mais assez peu. Mais elle a surtout fait beaucoup de photos. Et je crois que c'est à la fin du 19e siècle, un truc comme ça. Début 20e, je sais plus. En tout cas, zinzin. Enfin, quand est-ce que ça existait la photographie? Je crois que c'est ça. Zinzin de se dire qu'à l'époque où la photographie débutait, c'était quand même des équipements de ouf. Enfin, c'était énorme de prendre de la photo en termes d'espace. Et elle faisait ses ascensions avec son matériel pour aller photographier la montagne et tout. Et vu que je suis un peu sur une obsession montagne, depuis que je suis revenue d'Islande, je voulais absolument. Enfin, je suis tombée sur un TikTok en fait de la réalisatrice qui présentait son film sur TikTok et j'étais vraiment en mode, bah, par pitié. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et après, je suis pas sûre d'avoir été ultra convaincue. En fait, j'ai bien aimé le fond et découvrir cette femme et son histoire et ses ascensions et tout. Après, le fait que, en fait, la réelle, elle a mis en parallèle, elle, l'ascension qu'elle a fait, qu'elle a réalisée sur les traces de cette dame, et en même temps, toutes les recherches, tous les entretiens qu'elle a fait, et nous raconter aussi, avec des images d'archives, l'histoire de cette femme. Et j'ai trouvé que, je sais pas, dans la forme, ça se regroupait pas de ouf parce que après, je pense que son ascension, elle s'est pas passée comme elle s'y attendait. Mais en fait, on a assez peu d'images finalement de l'ascension. Mais je comprends, parce qu'en fait, quand t'es pas alpiniste professionnel, partir filmer ton ascension, je pense que c'est galère de ouf. Et c'est un peu ce qu'elle dit, mais du coup, je trouve ça un peu frustrant que l'équilibre se fasse pas mieux dans la forme. Mais c'est vraiment très chouette. Et puis c'est sur YouTube, ça dure moins d'une heure, c'est vraiment cool. J'ai re-regardé le château ambulant, je l'ai montré à un copain qui l'avait jamais vu. Et il l'a trouvé vraiment bien en disant que c'était vraiment un bijou d'animation, que c'était trop cool, la musique est exceptionnelle et tout. Donc j'étais très contente que ça lui ait plu. Mais genre, minute 4, il était en mode ah Aourou, je le déteste. Et moi j'étais un peu genre, je suis embêtée. Je suis embêtée parce que tu me dis, moi j'adore ce personnage, je suis en adoration totale sur le personnage d'Aourou. Et vraiment, mais en même temps il a raison. Et c'est ça qui me fait le plus mal au cœur, c'est qu'il me disait vraiment, genre, seconde 4, il était en mode c'est qui cet homme problématique encore? C'est pas faux. C'est pas faux. Ça me fait un peu mal au cœur de l'entendre, de devoir l'admettre. Mais vraiment, il a détesté le personnage d'Aoru, alors que moi je l'adore. Et qui fait peut-être 70% de pourquoi j'exagère, de pourquoi j'adore le film. Bref, mais c'était un peu marrant. Et c'était cool. En vrai, je suis contente de partager des films que j'aime avec les gens que j'aime bien. J'ai vu La Reine des Neiges 2. Je me suis dit vacances de Noël, tout ça, tout ça. Bof. J'ai pas été ultra convaincue. J'ai vu Cruella
le film avec Emma Stone. Même chose, bah, j'aime beaucoup Emma Stone, je le disais juste avant. J'ai bien aimé. C'était un bon film de vacances de Noël, tranquille, sous un plaid à la maison. Mais j'ai pas non plus été waouh, trop bien par le film. Mais c'était cool, c'était pas un mauvais moment. Mais peut-être que c'est un film qui se regarde genre entre copines ou avec du monde ou quoi, peut-être mieux que solo chez soi. Après, voilà, c'était bien, mais c'était pas. J'ai vu Les enfants vont bien. Je suis contente d'être enfin allée le voir. J'en entends parler depuis longtemps. Et ça mérite la hype. Le film mérite tout le succès et la hype qu'il reçoit. Je l'ai trouvé très très réussi. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé hyper intéressant ce que ça raconte. Parce que c'est des récits et des histoires auxquelles on n'est pas habitué. C'est à l'inverse de tout ce qu'on peut concevoir de la parentalité, de ce qu'on attend d'un parent et particulièrement d'une mère. Euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant, ce que ça dit, ce que ça nous montre aussi de cette tante qui en fait veut le meilleur pour ses neveux évidemment, mais enfin son neveu et sa nièce, mais qui ne connaît pas ses enfants, qui ne peut pas être parent, à qui on ne demande pas non plus d'être leur mère, mais qui ne veut pas de cette responsabilité, mais qui se doit de prendre cette responsabilité parce qu'elle ne veut pas non plus abandonner elle aussi ses enfants. Et je trouve ça exceptionnel. Les enfants sont très très bien. Et je trouve ça, vraiment, j'ai trouvé ça très 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 intéressant dans ce que ça racontait et dans comment ça le raconte, parce que voilà, c'est hyper touchant, hyper émouvant, sans être tire-larme et larmoyant. C'est juste, après, enfin, est-ce que c'est juste par rapport à des histoires vécues, je sais pas, mais moi j'ai trouvé ça très juste dans la façon de raconter les choses. Ça en fait pas trop, ça culpabilise personne. C'est assez, enfin, je trouve que c'est au bon endroit pour raconter ce type de récit. Et ce que j'ai trouvé super, parce que ça me paraît important de le souligner tellement c'est rare dans le cinéma français, c'est qu'on est quand même sur une femme lesbienne sans que ça soit le sujet. Voilà, elle a été 12 ans avec cette femme, mariée avec cette femme, c'est son ex maintenant, qui est encore dans sa vie parce qu'elles ont partagé beaucoup ensemble et elle a besoin de son aide. Mais en fait, une histoire où la tante, en l'occurrence, est lesbienne, mais c'est pas un sujet, genre ça aurait pu être un homme ou une femme, on s'en fout. C'est comme quand les personnes sont racisés et que c'est pas un sujet. C'est très très rare dans le cinéma, donc j'ai trouvé ça trop bien. Et vraiment, ouais, je suis très contente de l'avoir vu et c'est triste, hein, ça fait pleurer, mais c'est trop trop bien. Après, je vais quand même sortir en me disant, mais pourquoi est-ce que je m'inflige le cinéma en fait? Pourquoi je m'inflige d'aller pleurer comme ça dans des salles de cinéma, de payer pour pleurer? Enfin, ça y est quoi, la vie est assez triste. Mais bon, après tout, c'est un peu aussi pour ça que j'aime le cinéma, mais voilà. Et j'ai vu La Condition de Jérôme Bonnel. J'avoue que le plot me disait pas de ouf, mais j'adore Swan Arlo. Et surtout, j'ai vu un extrait d'interview de Swan Arlo qui parlait de ce film en parlant des monstres et de la figure des monstres où les hommes horribles, on les qualifie de monstres, ce qui les sort un peu de nos sociétés et de nos vies, alors qu'en fait, non, c'est trop simple de les sortir de nos vies et que la monstruosité, il faut pas trop la marginaliser. Mais ça, on en parle beaucoup quand on parle aussi des acteurs problématiques, etc. Euh, c'est de se dire de ramener un peu les monstres au centre de la vraie vie, parce qu'en fait, c'est juste des vrais gens qui font du mal là tout de suite maintenant autour d'eux. Bref. Et donc ça m'a un peu hypée parce que j'adore Sonarlo et que j'ai entendu un petit bout d'interview qui racontait un peu ça. Et je me suis dit, ok, on y va. Et en fait, j'ai trouvé ça trop bien. Euh, J'ai pleuré aussi. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien fait parce que ce que ça raconte, c'est l'histoire d'un homme violent, de femmes abusées, euh, d'une différence de classe sociale, parce qu'il s'agit d'une bonne dans une famille de riches gens. Et en fait, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on me présentait une histoire de femmes avec une différence de classe sociale énorme, avec un enjeu concurrentiel, entre guillemets, énormissime au cœur de leur histoire, mais qui justement sont pas mises en concurrence, sont pas mises ennemies, ne se font pas du mal, et en fait se sauvent entre elles de cet homme, alors qu'on est sur une bonne et sa maîtresse, qui a une histoire d'enfant, qui a des histoires de violence, qui a des histoires de viol évidemment, euh, qui n'est jamais dit, enfin les mots sont jamais dits parce qu'on n'est pas du tout situé dans une époque où on parle de viol, mais le fait est que voilà. Euh, et j'ai trouvé ça assez exceptionnel, la façon dont, en fait, ces femmes, j'ai l'impression que dans ce type de film d'époque, on peut s'attendre à tout, sauf à ce type de relation entre ces femmes. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le choix qu'a fait le réal.
Et les trois personnages principaux, je les ai trouvés très bien interprétés, surtout la jeune, la bonne et Swan Arlo, mais parce que je l'adore, donc je suis pas du tout objective. Et ouais, j'ai été assez agréablement surprise. Après, je sais pas en vrai si le film me restera dans ma vie, il sera pas dans mon top 2025 et il traversera peut-être pas toute mon existence avec moi, mais sur le coup, j'ai vraiment été très agréablement surprise face à ce film, aussi parce que j'avais pas de grandes attentes et que le plot me parlait pas de ouf et que je m'attendais pas du tout à ce switch et à ce type de relation. Mais en tout cas, vive les femmes, c'était trop bien. Alors que même que c'est pas une femme qui l'a réalisé. Euh, et enfin, alors c'est pas arrivé à la fin de mon mois, mais je voulais en parler à la fin parce que... Bref. J'ai vu La Voix de Hind Rajab qui a été réalisée par Kauter Benania. La Voix de Hind Rajab, c'est un film de fiction qui raconte l'histoire de Hind Rajab, qui est une petite fille de 6 ans qui a existé, qui était une enfant palestinienne qui a été tuée par l'armée génocidaire israélienne alors qu'elle qu'elle évacuait sa ville avec sa famille. Donc sa famille était dans une voiture, ils ont quitté la ville et en fait l'histoire d'Hind Rajab, on la connaît et on l'a en long, en large et en travers, on l'a parce qu'elle a été beaucoup médiatisée sur les réseaux et ce film a pu aussi se faire parce qu'en fait elle a été au téléphone pendant des heures et des heures avec les secouristes du Croissant Rouge en Cisjordanie. Parce qu'il n'y a plus de centrale d'appel à Gaza et que c'est la Cisjordanie, enfin c'est depuis la Cisjordanie que sont gérées les interventions des secours du Croissant Rouge à Gaza. Déjà ça en dit long sur la situation. Et en fait elle a été au téléphone pendant des heures et des heures puisqu'elle était la seule survivante dans cette voiture jusqu'au dernier moment. En fait ce film il nous raconte, donc on est dans les locaux du Croissant Rouge et on est avec les secouristes, les standardistes au téléphone, les chefs de service, les coordinateurs des interventions de secours. Ça démarre avec en fait c'est l'oncle de la petite fille qui appelle le Croissant Rouge parce que la petite fille, elle toute seule dans la voiture, elle a appelé son oncle qui est lui en Allemagne. Lui il a appelé le Croissant Rouge qui est donc en Cisjordanie et après ils ont été mis en lien avec la petite. Et en fait tout le film c'est la mise en tension de tous ces appels téléphoniques, de tous les échanges qu'ont eu les standardistes, les secouristes, enfin les standardistes avec la petite fille dans la voiture. Et en fait, c'est les vrais enregistrements qu'on entend. Et en fait, on entend à la fois les vrais enregistrements, donc la voix de Hind Rajab qui sont les vrais enregistrements. On entend les secouristes qui jouent, en fait, les actrices qui jouent les vrais secouristes qui ont eu ces conversations, parce que toutes les conversations ont été enregistrées. Et c'est là-dessus que se base le film. Et c'est... moi, je trouve ça fou que ce film ait pu se faire. Dans la forme, il est brillant. Et ça, c'est important de le dire. C'est pas juste un film manifeste, c'est pas juste un film qui dénonce, c'est un film qui, artistiquement, cinématographiquement, est très réussi. Les acteurs et les actrices ont fait un travail exceptionnel et je ne peux qu'imaginer la souffrance que ça a dû être pour l'équipe qui a fait le film, que de faire ce film et que déjà, juste d'entendre les enregistrements sur les réseaux sociaux quand ça a eu lieu et d'entendre là les enregistrements dans le film, c'était d'une souffrance absolue. Je ne peux pas imaginer ce que ça a été pour les équipes qui ont dû écouter en boucle ces enregistrements. Cette situation, elle est horrifique, c'est horrible, on laisse faire le pire. Ce qui s'est passé au bout du compte, c'est que les secours ont fini au bout de genre 8 heures, 10 heures par être envoyés. En fait, ce que nous raconte le film, c'est aussi les rouages de l'intervention de secours. C'est-à-dire que pour faire intervenir une ambulance à des gens qui en ont besoin, pour que le Croissant Rouge puisse envoyer des ambulances à des gens qui ont besoin de secours, ça prend 8 heures de coordination avec l'armée israélienne. Et les secours ne peuvent pas être envoyés alors même qu'on parle parfois même d'organisations extérieures au pays, parce que là c'est le Croissant Rouge parce qu'on est en Cisjordanie, mais c'est la Croix-Rouge. En fait, le Croissant Rouge est en lien avec la Croix-Rouge qui est en Israël, qui est en lien, la Croix-Rouge, avec l'armée israélienne pour ensuite faire des messages comme ça. Mais c'est la même chose pour UNICEF, c'est la même chose pour tout le monde. Et le fait de devoir faire des circuits de coordination pour sécuriser des itinéraires pour les ambulances pour pas qu'ils se fassent taper dessus, pour qu'une fois que les itinéraires sécurisés sont trouvés, qu'ils soient validés pour l'armée israélienne, pour que toutes les personnes sur le terrain sachent qu'ils ne sont pas censés tirer sur ces ambulances, etc. C'est horrible. Et c'est ces rouages-là que ça nous raconte, c'est tout le truc de se dire, mais tous les moyens déployés pour sauver cette petite fille, et qu'à un moment, la petite fille, en fait, elle répond plus au téléphone, donc est-ce que l'opération continue ou pas? Parce que est-ce qu'on envoie
est-ce qu'on risque d'envoyer une ambulance qui va peut-être se faire sauter pour en fait, finalement, la petite fille arrivée sur place, elle soit déjà par... Enfin, et il y a tous ces rouages-là qui sont horribles, mais qui sont... Enfin voilà, moi, typiquement, c'est une réalité que j'avais pas du tout en tête avant de voir le film, alors même que je suis quand même très au fait de la situation. Et c'est tout ça qui est assez bouleversant, assez poignant, et tout ça, le film le raconte très bien, et le montre très bien, et j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de raconter. Mais en tout cas, ouais, c'est dans la forme, c'est vraiment un film très réussi, cinématographiquement, artistiquement. Euh, et surtout sur le fond de ce que ça raconte et de ce que ça nous montre. Et c'est pas croyable. C'est fou de se dire qu'on laisse faire cette horreur. Hind Rajab, c'est une parmi des centaines et des centaines, tous les jours, depuis des années. Et nous, on voit ce film, et c'est dur, et on s'en remet pas, et c'est ce qui fait qu'on reste des êtres humains, c'est qu'on soit touché, qu'on pleure et qu'on s'en remette pas, mais pour autant, ça change rien. Le film, moi je l'ai vu au Pâté, je l'ai même pas vu dans le cinéma Arrêté de ma ville, ils l'ont joué 2 semaines. Je l'ai vu au Pâté, j'ai réussi à avoir une séance en VO, mais il a été traduit, il était en VF, donc il a quand même joui d'une visibilité de malade pour que Pâté le diffuse, pour qu'il soit traduit. Je crois qu'il était à Cannes, enfin, c'est un film dont on parle et il n'y a rien qui change. Et le pire est en train de se passer, on est en train de laisser faire les pires horreurs. Et dans 50 ans, on montrera ce film dans les écoles, tout comme nous, on nous a montré Nuit et brouillard. Et les enfants, les gamins de 12 ans verront ça et diront mais comment est-ce qu'on a pu laisser faire, comment est-ce qu'ils et elles ont pu laisser faire une telle horreur? Comment est-ce qu'ils ont pu laisser le pire arriver? Comment c'est possible? Et comment on fait pour pas recommencer? Et sauf qu'en fait, l'histoire se répète et l'histoire nous jugera et dans 60 ans, les gamins qui verront ce film seront horrifiés que ça ait pu se passer. Mais ça veut pas dire que dans 60 ans, ils vivront pas à nouveau une situation comme celle-là. Et je peux pas croire... Enfin, c'est... Si vous connaissez l'histoire de Hind Rajab et que vous vous en sentez le courage, il faut absolument que vous voyez ce film parce qu'il est important. Et que moi, j'ai estimé que j'avais suffisamment la force pour le voir et en me disant que je lui devais au moins ça à cet enfant et à sa famille et à son histoire et à son peuple. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Hind Rajab, allez voir ce film. Il est d'utilité publique. Il faut qu'il soit encore plus vu. Je sais qu'il a joui d'une grande visibilité, mais ça sera jamais assez. Il faut qu'il soit plus vu et qu'il soit vu maintenant et pas dans 60 ans quand ce sera trop tard.